Bonjour à tous, bienvenue, pour cette nouvelle, session Média Pionniers. Donc, je vous laisse vous installer pour que tout le monde puisse, voilà, rejoindre le direct. Ce direct avec, la représentante du journal du groupe Le Monde. On va pignon parler de modèle économique, mais je vous laisse vous installer tranquillement pour pouvoir profiter de cette discussion. Voilà, tranquillement. Donc, effectivement, nouvelle session, médias pionniers, le monde face à 2025, construire un modèle, heu, durablement rentable, un enjeu capital pour les médias et aujourd'hui donc j'ai le plaisir, d'accueillir, Lou Grasser pour Bonjour. échanger avec nous. Voilà, bonjour Lou. Bonjour David, merci d'être Bonjour. là. Merci, merci à toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, évidemment, le monde, média de référence, nous intéresse, au plus haut point parce que, vos initiatives, ce que vous mettez en place, c'est vraiment, voilà, un élément de référence pour la presse, partout où elle se trouve et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir, creuser ensemble, ben, vos initiatives, ce que vous faites, ce que vous avez compris, et comment vous le déployez. Mais dans un premier temps, Lou, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta mission? Oui, bien sûr. Donc je suis directrice des opérations, numériques au Monde. Donc je suis arrivée en 2015, hein. J'ai d'abord commencé sur l'audience et puis j'ai progressivement basculé sur l'abonnement pour aujourd'hui, lier les 2. Donc moi je suis en charge des équipes, qui pilotent, le développement de l'audience, des abonnements, du produit, qui inclut l'UX design, du CRM, de la data, avec aussi la direction technique et aussi, du suivi financier des opérations numériques. Donc ça fait à peu près une équipe de 70 personnes. Et moi, je travaille aussi en très forte collaboration avec les autres titres du groupe. Donc tout ce qui est dynamique collective, notamment sur la partie marketing, sur la partie data. Voilà, on essaie vraiment de faire des choses communes. Et moi, je dirais que mon rôle, il consiste vraiment à faire émerger, avancer et rayonner nos développements, projets et produits numériques. Voilà, en veillant aussi à leur impact concret. Donc, on réunit Très bien. autour de la table les bons acteurs, voilà, de la rédaction à la régie, afin de porter des projets qui sont à la fois porteurs de sens et créateurs de valeur. Très bien. Alors justement, pour, piloter ces projets de transformation, vous avez décidé de miser sur l'ARPU, hein, le revenu moyen par abonné, au lieu que de miser sur le volume. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a déclenché, ce changement de cap ou en tout cas cette volonté d'insister davantage sur cette métrique? Alors, je pense qu'au monde, on a une chance, inouïe, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu à choisir. Enfin, c'était entre l'ARPU et le volume. Alors, j'ai conscience que c'est une situation assez exceptionnelle, hein, mais depuis, moi, j'ai pris la direction des abonnements en 2019. Ce sujet, il a de l'ARPU et de comment développer mieux l'ARPU, il a toujours été porté, avec force par, le directoire et notamment Louis Dreyfus. Je dirais que la stratégie, elle a vraiment pris un tournant, en 2020 avec le lancement de nos nouvelles offres segmentées, avec différentes offres où là, on a vu, un vrai impact sur l'ARPU. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment affiné notre politique tarifaire en prenant en compte vraiment les attentes, de nos lecteurs, les différentes attentes, ceux qui pouvaient payer davantage que d'autres, ceux qui étaient vraiment, sensibles au prix et on a constaté en fait à ce moment-là, avec ces différents prix, que et avec des prix donc moins importants ou des prix plus importants, quand même que les volumes nets d'abonnés restaient stables. Donc, voire même progressaient. Donc, on a aussi en plus en parallèle, enrichi notre offre éditoriale, ce qui nous a permis d'augmenter nos tarifs d'abonnement sans crainte derrière de désabonnement et ça s'est traduit en chiffres par en 2020, on devait être dans les 10 € d'ARPU. Aujourd'hui, en 2024, on est pratiquement à 12, voilà. Donc je dirais que, cette double dynamique, notamment sur l'ARPU, mais aussi le volume, ça a confronté ça a vraiment, permis de se dire: «On peut mettre en place une stratégie ambitieuse sur l'ARPU, elle est possible, mais elle est même souhaitable» et je pense qu'on aurait même maintenu ce cap si derrière les volumes avaient légèrement diminué. Je pense qu'on aurait vraiment si on avait vu que les volumes diminuaient, jusqu'à un certain seuil, hein, on se serait dit: «Bah, c'est pas grave, on continue, l'important c'est vraiment les revenus, de développer les revenus pour être Très bien. rentable». Alors qu'est-ce que vous avez dû, reconsidérer dans cette façon de faire, voilà, maintenant que vous maîtrisez depuis plusieurs années, mais qu'est-ce que ça change, concrètement? Alors ça a changé pas mal de choses, en effet. Alors sur tout ce qui est partie contenu gratuit payant, ça c'était déjà une dynamique très bien enclenchée depuis 2018, par la rédaction. Donc il y a pas eu vraiment d'effet là-dessus sur le volume, même bien sûr si je pense que le fait de passer plus de contenu payant à un moment a eu un effet sur l'audience, mais ça l'est plus du tout aujourd'hui. Je dirais que sur les offres, promotionnelles, on a fait un énorme virage, on en faisait trop.
ça a beaucoup dévalorisé notre produit et on s'est dit: «En fait, une promotion, ça doit rester rare». Si vous prenez les grands exemples de plateformes de streaming, elles font très peu de promos. J'ai même plus le souvenir de quand Netflix faisait des promos, en fait. Donc ça a été aussi un exemple et je pense que pour le monde, on a pendant longtemps été parfois pendant 6 mois, voire 9 mois en période promotionnelle sur le site. Maintenant, c'est maximum, je pense, 2 à 3 mois par an, maximum si on compte en plus toute la période d'été. Et si on affiche certaines promos toute l'année, je le dis parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui nous est remonté, si on affiche des promos, à l'année, c'est parce que derrière, il y a des deals spécifiques avec toujours un objectif Mmh. très clair de rentabilité économique. Derrière, il y a eu un autre réflexe qu'on a mis en place, c'est qu'on a arrêté certaines offres annuelles qui étaient trop généreuses en termes de tarifs. On faisait le prix, par exemple, en offre annuelle, on faisait, le prix de 10 mois au lieu de 12. On s'est rendu compte, grâce à notre analyste, c'est assez récent, on s'est rendu compte, en fait, que, bah, sur le long terme, c'était pas rentable financièrement. Donc on a diminué cette période de promotion. Alors que pourtant, on se disait: «Oh, bah, c'est super, tout le monde fait de l'annuel, ça va engranger plein de gens, les gens vont rester». En fait, financièrement, sur le long terme, c'était pas intéressant. Et il y a eu peut-être 2 autres exemples assez Mmh. assez, simples et bêtes, mais qui ont vraiment beaucoup changé. C'est que dans cette logique aussi d'ARPU, de faire, rester les gens au moment, notamment d'augmentation tarifaire, on a réécrit tous nos mails d'augmentation. On les a beaucoup mieux structurés. D'abord, je pense qu'ils étaient pas très bien faits, ils étaient pas très clairs, pas très humains et on les a restructurés. D'abord, Bien. on a vraiment insisté sur remercier l'abonné pour son soutien. Ensuite, on insiste beaucoup sur tout ce qui valorise, l'abonnement, donc le travail éditorial, les nouveautés, les missions que soutiennent, les abonnés, donc leur donner du sens et en fait, on est transparent sur les évolutions tarifaires. C'est-à-dire quand il y a une augmentation, pourquoi est-ce qu'on augmente? Parfois, il y a des raisons économiques qui nous poussent à le faire, d'autres fois, c'est pour enrichir l'offre éditoriale, ça, on le dit et donc le dernier point Qui signe? Ah oui, allez-y, vas-y, moi, vas-y. c'est moi, donc Ah! Très bien. c'est moi qui fais ces mails et je les signe. Alors moi je les fais, de toute façon, on les fait relire, hein, même à Jérôme Mmh mh. Finoglio et Louis Dreyfus, c'est important parce que ça incarne, en Mmh. fait, on incarne derrière la voix et oui, oui, ils sont très importants et on les change chaque année. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils soient les mêmes d'année en année. Voilà, vraiment on insiste là-dessus pour Oui. que ce soit pas, une redite. Donc là, ça, on l'incarne énormément. Et une autre chose qu'on a travaillé, ça qui est plus récent, c'est aussi la rentabilité de nos offres. Ça veut dire que sur le print, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus la rentabilité. Avant, on avait un tarif avec des tarifs promotionnels. Là, avec tout récemment avec les équipes, on a calculé quel était notre seuil de rentabilité sur le print et on ne va pas en deçà maintenant. Voilà. Il faut Très qu'on bien. soit au moins un peu gagnant pour avoir une logique globale de rentabilité numérique, de rentabilité print et numérique. Bien sûr. Alors comment, l'ARPU devient central, mais comment on parle ARPU à des équipes, notamment à une direction de la rédaction? Comment on parle ARPU à un journaliste? Mmh. Alors l'ARPU, c'est quelque chose qu'on va pas forcément aborder avec les équipes éditoriales, mais c'est une bonne question dans le sens où nous, on a un comité abonnement mensuel qui, inclut les équipes, marketing, produits, le directoire, donc Louis Dreyfus et Jérôme Fenoglio et la direction adjointe de la rédaction et on parle de chiffre d'affaires et on parle toujours d'ARPU et maintenant ce qui est bien, c'est que comme on présente ce chiffre d'affaires tous les mois, et l'évolution de l'ARPU, bah, je pense maintenant c'est la direction de la rédaction, heu a vraiment bien intégré ces enjeux d'ARPU et voit bien l'évolution. Donc je pense que c'est une question aussi de ils voient l'intérêt que nous enfin, ils voient tout le travail qui est fait derrière de nos équipes, donc ils comprennent l'intérêt. Ils voient aussi que c'est très suivi par Louis et Jérôme, donc je pense que la direction de la rédaction adjointe aussi s'y intéresse énormément. Voilà, après ça reste confiné dans ces équipes et on en parle peut-être moins directement avec les journalistes. Je comprends. Tu as évoqué l'importance du travail quotidien sur les désabonnements, dans la préparation de notre discussion. Mais qu'est-ce que tu apprends finalement concrètement de ces retours, heu? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, et il faudrait que je vois jusqu'à quand je pourrais le faire en termes de retour. Aujourd'hui, on en a, suffisamment pour que je puisse les lire. Alors déjà, on lit tous les retours de nos lecteurs en général, mais c'est vrai que sur les gens qui se désabonnent, c'est très intéressant de prendre le pouls au quotidien. En fait, ce contact quotidien, moi, je trouve qu'il est très précieux parce qu'on y retrouve des signaux très concrets. Parce qu'on peut déceler un bug technique qu'on n'aurait pas vu si on fait, par exemple, des analyses mensuelles sur ces retours. Une offre promotionnelle ou une offre, tarifaire qui a pas tenu ses promesses et ça peut être des motifs aussi plus profonds, des pertes d'habitude, de ce que ça nous en dit beaucoup sur la société, sur des changements de rythme de vie ou parfois même des frustrations éditoriales. C'est plus rare, mais ça arrive. Donc
par exemple, là, récemment, sur, Le Monde en anglais, on a un retour, hein, de questionnaire, quotidien sur les gens qui se désabonnent dans le tunnel. C'est quelque chose qui n'avait pas été vu par les équipes produits qui ont beaucoup, beaucoup de choses à faire, voilà. Ben, là, c'est à force de lire, il y en a pas eu énormément, mais on s'est dit: «Il y a quelque chose qui va pas». Il y a toujours ce même retour sur, problème technique et qui est pas détaillé, mais voilà. Et là, il y a eu du bon sens de notre part, et à force de le voir avec les équipes, hein, on s'est dit: «Bon, il faut qu'on creuse». Et effectivement, on a creusé, il y avait bien un bug, donc en fait, pour nous, c'est très précieux de le regarder tous les jours. Et moi, nous, quand on fait une augmentation tarifaire aussi, quand on lance une augmentation tarifaire, annuelle, heu tout de suite, on va suivre de près pendant les mois qui vont suivre les retours pour essayer de voir la température, de voir est-ce que cette, augmentation, elle a un effet conséquent ou non. Et très vite, grâce à ces retours quotidiens, on arrive à prendre la température et à se dire: «Bon, bah, en fait, c'est bon, on a encore de la marge», ou «Bon, là, on sent que ça va être peut-être un petit peu dur pendant les prochains mois, les gens se désabonnent parce que niveau financier, ça ne suit pas pour eux». D'accord, donc tout ce travail, ce suivi au quotidien, du désabonnement, bah, ça vous permet aussi, bah, voilà, d'asseoir votre stratégie de rétention et d'être très, vigilant, sur ces éléments-là et que voilà, ce que tu décrivais finalement sur ces signaux faibles que vous observez, au Mmh. quotidien, quoi. Voilà pour Exactement, c'est ces signaux-là, exactement. d'accord. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus maintenant, sur, le partenariat avec Perplexity? Vous avez communiqué récemment, vous en êtes où et c'est quoi l'objectif, Oui. Perplexity, avec le groupe Le Monde? Oui, alors l'objectif, alors déjà, c'est un partenariat avec Le Monde. L'objectif, il est double. En faisant ce partenariat, c'était vraiment améliorer la qualité, des réponses fournies, par leur moteur de recherche, hein, et surtout proposer à nos lecteurs et à notre rédaction, voilà, des outils, enfin, ça, c'est plus généralement, on va dire, avec les acteurs de l'IA, offrir à nos lecteurs et à notre rédaction des outils réellement utiles et innovants, voilà. Mais toujours en veillant à la protection, de nos droits et à la juste rétribution de nos contenus. Là, ce qui est intéressant, avec, Perplexity, donc contrairement à l'accord, signé avec, OpenAI, là, nos contenus ne sont pas utilisés là pour, entraîner un modèle de langage, voilà. Ils sont uniquement utilisés pour alimenter des réponses en temps réel, voilà. Donc à chaque fois qu'un article du Monde va être mobilisé dans le moteur de réponse qu'on a développé avec Perplexity sur le site du Monde, c'est un lien vers cet article qui est inséré, voilà. Donc c'est à la fois une nouvelle forme de visibilité éditoriale, hein, voilà, qui respecte notre travail, mais aussi une manière de fiabiliser, la recherche de nos lecteurs. Donc on l'a intégré sur notre site et notre application, ce moteur de réponse qui se base que sur notre corpus, éditorial. La fonctionnalité, elle est encore en cours de déploiement progressif. C'est sur tous les lecteurs. J'espère que d'ici, plusieurs jours, on sera pratiquement à 100. Et ça peut répondre à des questions. Enfin, les lecteurs peuvent poser d'autres questions en langage naturel, comme par exemple, quelles sont les dernières actualités sur la guerre en Ukraine? Voilà. Et l'idée, c'est qu'ils puissent recevoir une réponse extrêmement fiable, basée sur, les contenus du Monde. C'est là où c'est intéressant, c'est que là, on va vraiment sur des usages lecteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer, aussi bien pour tous nos lecteurs que nos abonnés B2B et B2C. Voilà. Mmh. Ah, c'est clair et alors, de manière, plus large, comment aujourd'hui, l'IA concrètement, va être, pris en charge par, voilà, le côté produit, marketing? Comment, l'IA se diffuse, chez vous? Alors au niveau des fonctions support, on essaie d'accélérer en effet, parce que, on veut pas prendre retard et on veut vraiment s'en servir comme, un assistant qui va améliorer notre productivité. Côté produit, les équipes produits, elles s'en servent, comme d'un assistant vraiment intelligent qui va capable d'aller vraiment chercher en quelques secondes les bonnes infos dans nos outils internes. Donc dans leur Slack, dans leur Notion, dans leur Drive, pour les faire gagner du temps sur des tâches répétitives ou laborieuses. Par exemple, on l'utilise pour rédiger, des bilans, plus ou moins longs de projets. Par exemple, je sais pas moi, sur la recirculation, des séries d'été ou sur la recirculation dans nos séries au global. On se dit: «Bah, on aimerait voir les statistiques, voir si ça marche bien ou qu'est-ce qui a été mis en place». Bah, hop, grâce à l'IA, c'est plugué à nos outils de suivi produit, et ça peut les générer directement les statistiques. Ça peut aussi beaucoup les aider côté produit à générer des bulletins de veille, qui résument, toutes les innovations produits, ou marketing dans la presse numérique. Ça les aide aussi sur, bah, quand ils doivent évaluer si un lancement de produit est pertinent ou pas, bah, faire une étude de marché, bah, ça va beaucoup les aider dans, la simulation au niveau du produit ou au niveau financier pour voir s'il y a un intérêt ou pas à le lancer, voilà. Donc c'est plus que, un simple outil, maintenant c'est devenu vraiment un prompt bien défini qui peut être très utile. Hem D'accord.
C'est aussi très utilisé côté service client, avec tous les retours Oui, qu'on a par an et par jour. Ça permet, voilà, de mieux détecter plus rapidement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les irritants, de mieux piloter l'activité, d'aller beaucoup plus vite et même d'anticiper certaines attentes. Voilà, et il y a les conseillers aussi qui gagnent, en productivité parce que, bah, ils ont des templates de mails qui sont plus ou moins déjà faits, avec des propositions de réponses qui vont beaucoup plus vite, et ça gagne en qualité, voilà, avec des suggestions qui leur sont proposées. C'est très rapide et je dirais que excellent. côté mmh, ouais, ouais, c'est vraiment génial et côté marketing, là, je dirais on commence à y aller. On est un tout petit peu plus en retard, mais on va le rattraper. Là, ça va nous aider pour tout ce qui est idéation, trouver des idées de campagne, de messages, aussi même pour la partie commerciale B2B, pouvoir répondre aussi à nos abonnés B2B ou à des devis. Là, à des demandes de devis, c'est là que ça va beaucoup nous aider. Excellent. Bah, finalement, vous ne pourriez plus faire sans, à t'écouter, Lou. Moi, c'est un outil que j'utilise maintenant, c'est un outil que j'utilise beaucoup, ouais, qui nous aide beaucoup en productivité. C'est vrai que moi, ce serait difficile de revenir en arrière. Voilà, faut qu'on arrive Ouais. à un jour peut-être à se dire: «Faudra peut-être faire 100 à jour à nouveau». Oui. Comment vous avez fait évoluer vos outils de traduction, justement? Parce qu'on sait à quel point, l'anglais est important pour aller, voilà, sur d'autres marchés, élargir justement, pousser les murs. Alors comment justement vous avez fait évoluer vos outils de traduction Mmh. grâce à l'IA? Alors sur les outils de traduction, je dirais que plus qu'une évolution, d'abord c'était une création, parce qu'on a lancé le Monde en anglais, en avril 2022 et c'était, un projet qu'on voulait concrétiser depuis très longtemps et franchement, on se l'est dit, hein, sans l'IA, ça aurait tout simplement pas été possible, voilà. Il aurait fallu tout produire, ce qui aurait eu des coûts beaucoup, beaucoup plus importants, enfin tout traduire, sans support ou même de produire, ça n'aurait pas du tout été du tout le même projet et d'ailleurs, un autre projet qui aurait pas vu le jour sans l'IA, je pense, c'était la version audio de nos articles, hein. On l'aurait pas fait, je pense, sans l'IA et pour traduire, vraiment à grande échelle, sans compromettre la qualité, on a mis en place un processus en 2 étapes. Aujourd'hui, c'est d'abord la traduction de l'ensemble de nos articles qui est générée, avec, les outils d'OpenAI. Avant, on était avec DeepL, on est passé avec OpenAI. Et ensuite, deuxième étape, il y a une relecture vraiment très approfondie et une validation par nos journalistes anglophones. Donc aujourd'hui, on traduit environ, je dirais 40 de notre production, ça fait à peu près 40 articles par jour, ce Waouh! qui permet d'avoir un rythme quand même soutenu, hein, de contenu pour le monde en anglais et c'est un bon exemple d'usage très ciblé, utile et maîtrisé de l'IA parce que, justement, voilà, on s'en sert de base en assistant, mais derrière, ça reste quand même l'humain et les journalistes qui ont le mot final. D'accord. Ça supporte l'abonnement, ça aide aussi à l'abonnement, j'imagine? Oui, oui, ça, tu veux dire l'IA en termes sur l'abonnement ou le monde en Alors anglais? sur la traduction, le fait de disposer de contenu, traduit en anglais pour Oui, aller, on va dire, pousser oui. les murs et toucher de nouveaux publics? Oui, complètement. Alors aujourd'hui, on réussit à développer pratiquement une audience d'à peu près 5 millions de visites mensuelles sur le monde en anglais, hein. On a, développé le portefeuille, on a un peu plus de 12 000 abonnés maintenant à cette édition. On a aussi mis le monde en anglais dans nos offres, donc il y a des abonnés qui l'ont prise dans les offres, à partir de l'offre duo et famille, donc ils peuvent l'utiliser. Mais oui, on voit qu'il y a c'est su ma on a majoritairement des abonnés aux États-Unis. Je pense qu'on peut encore développer vraiment ce portefeuille-là en restant dans une logique d'abonnement secondaire par rapport à des médias, américains ou anglo-saxons. Le but, c'est pas d'aller les concurrencer, c'est d'être en lecture secondaire vraiment, de ces médias. Parfait. Dans le cadre de la préparation de cet entretien, Lou, tu me parlais effectivement du piratage. En quoi effectivement c'est voilà, le piratage, cette stratégie, c'est un enjeu stratégique pour le monde aujourd'hui? Oui, Lutter oui, contre le piratage? oui. Alors c'est un sujet qui est vieux, mais là on l'a repris, sous l'impulsion aussi de Louis Dreyfus, hein. Moi je pense que c'est un enjeu qui est hyper important pour le monde, mais aussi pour l'ensemble de la presse française. Chaque jour, on sait qu'il y a des PDF de nos éditions, qui circulent partout dans des boucles, illégales, hein, voilà, des boucles de partage illégales, notamment sur WhatsApp et Telegram. Et alors moi j'ai mené une estimation dans le cadre d'un dossier FSDP qu'on a monté avec, l'entreprise Twipe, hein, avec qui on fabrique notre liseuse. Et j'ai estimé environ que, c'était à partir des données de l'Arcom, qu'il y avait entre 400 000 et 700 000 personnes qui consommaient illégalement de la presse en France chaque année. Et ce qui faisait, un manque dont une grosse partie à l'international, hein. Et ce qui faisait un manque à gagner entre 30 millions et près de 50 millions d'euros par an pour l'ensemble du secteur, voilà. Et moi je trouve que c'est pas un détail, c'est un manque à gagner massif dans un contexte économique déjà très tendu pour beaucoup de médias.
Et je trouve que c'est d'autant plus problématique parce que c'est notre modèle, il repose justement sur ces contenus, voilà, via la vente au numéro, l'abonnement ou Mmh. même l'accès payant, unitaire. Donc quand on sait qu'ils se retrouvent là, voilà, c'est difficile. C'est un vrai Alors pourquoi contournement. ça freine? Pourquoi ça freine? Pourquoi il y a ce voilà? Bah, je pense que ça freine parce que, déjà on a plein d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de médias qui ont plein d'autres choses à faire. On a un journal à sortir chaque jour, des contenus à vendre, l'émergence de l'IA à gérer, et je pense qu'il y a un autre sujet qu'on voit moins, c'est qu'en fait, c'est pas visible. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas intégré ces boucles de diffusion, je pense qu'on prend pas la mesure du problème. Et une fois qu'on y entre, et moi j'y suis rentrée récemment par voilà, des personnes qui sont sincèrement attachées à la cause du journalisme, on réalise à quel point la pratique, en fait, elle est monstrueuse. Et je pense aussi, autre chose qui freine l'action, c'est la complexité technique. Ça veut dire que les PDF piratés, ils viennent de sources très variées, donc il faut les tracer, les taguer, nos PDF, les suivre. C'est très chronophage et voire même coûteux Mmh. techniquement. Mmh. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont très, très vite en face, c'est les hackers. C'est-à-dire qu'ils sont très, très bons. Oui, Ils vont beaucoup plus vite que nous puisqu'ils sont spécialisés là-dessus. Et il y a un vrai décalage entre la vitesse de ces réseaux illégaux et nous, notre capacité vraiment à réagir collectivement. Donc on oui, part pas de zéro, hein, mais il mmh. faut qu'on arrive à être Mais on plus réactif et à les contraindre, car je pense qu'on on n'arrivera jamais à les arrêter, mais au moins les contraindre. bien sûr. Mais on peut imaginer une action, collective du secteur? Bien, bah, on a commencé nous déjà, donc avec le FSDP, on a monté une action, enfin on a monté un dossier, alors pardon, avec Twipe, on a monté un dossier FSDP, justement pour essayer de, renforcer, la sécurité de leurs liseuses. Donc ça a été fait conjointement avec, entre Le Monde, L'Équipe et Ouest France, mais aussi après tous les éditeurs, clients chez Twipe peuvent y participer. Oui, moi je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire des choses. On mène des actions juridiques, voilà, mais elles prennent beaucoup de temps, donc c'est assez frustrant. Donc je pense que le mieux, c'est que chaque titre Mmh. essaie de sa manière de faire des choses et dès qu'il a trouvé quelque chose pour contourner, qu'on arrive à mieux se partager entre nous. Très C'est bien, ce qu'on essaie de faire, mais ça prend du temps, en plus de tous les autres sujets, comme bien je le sûr. disais, donc c'est ça qui peut freiner, en fait. Alors et les sujets ne manquent pas, surtout que le plus important, c'est de travailler l'offre. Quand on regarde effectivement l'offre, du Monde, vous l'avez fait largement évoluer avec une de nouvelles promesses éditoriales, hein, intimité, chaleur humaine. Alors qu'est-ce que ça dit, du nouveau monde, on va dire? Qu'est-ce que ça dit de ces enfin, ces changements? Qu'est-ce que ça raconte sur vous et de vos envies? Bah, moi je pense que ces nouvelles thématiques, ces nouvelles rubriques, dont tu parlais effectivement, intimité, chaleur humaine, daron, daronne, elles disent beaucoup de ce qu'est devenu le monde et dans la manière dont notre promesse éditoriale, elle s'est élargie. L'idée, c'est de couvrir tout ce qui relève de, la vie personnelle, de la vie familiale, de la vie émotionnelle. C'est des sujets, je trouve, qui ont longtemps été considérés comme un peu périphériques avant, dans des journaux, mais qui aujourd'hui sont essentiels pour comprendre vraiment les grandes mutations de la société et intéresser les lecteurs. Et l'élargissement, je dirais qu'il n'est pas symbolique, il marche parce que Intimité, c'est aujourd'hui l'une de nos rubriques, les plus performantes. En 2024, elle a atteint à peu près entre 3 et 4 millions de visites mensuelles. Ah oui. Elle a le trafic médian le plus élevé des différentes rubriques et elle génère en moyenne à peu près 10 abonnements en moyenne par article. Donc ça montre en fait son efficacité. Bien Il sûr. y a aussi, la newsletter d'Aaron Daron, donc qui fait partie de cette section intimité, hein, qui est dédiée à la parentalité. Elle affiche un taux d'ouverture qui est impressionnant. En plus, elle est Mmh. ouverte à tout le monde, pas que aux abonnés, celle-ci. Et Chaleur humaine, c'est pareil. Il y a le podcast qui a franchi depuis son lancement en 2022, plus de 4 millions d'écoutes, hein, cumulées, et sa newsletter aussi qui a un taux d'ouverture qui est impressionnant. Donc je dirais que, aujourd'hui alors ce qui est intéressant aussi avec Chaleur humaine dans ces dynamiques, il y a aussi un canal Instagram qui est suivi par près de 5 000 membres. Donc là, on voit vraiment des communautés qui se fédèrent. Et je pense que c'est, intéressant que le monde soit allé sur ces terrains-là, en parlant de sujets différents, mais sans jamais céder sur l'exigence journalistique. C'est une manière d'élargir le champ de l'information, voilà, de toucher de nouveaux publics, et de répondre à des gens qui ont des besoins autres, en fait, que l'actualité, quotidienne qu'on a C'est l'habitude de voir. C'est ça et j'imagine avec un ton, c'est ça qui va changer finalement, fondamentalement. C'est le ton, un peu, convenu, classique, des journaux, des médias traditionnels et un ton que vous allez créer, entretenir un ton différent.
Ah, Bah, c'est une bonne c'est qu'on promesse. a en fait, on arrive à parler magazine ou sujet, par exemple, de Mmh. sexualité ou d'amour, mais avec la même rigueur, c'est ça qui est voilà, avec un ton différent très alors, très incarné pour Daron Daron et Chaleur humaine, effectivement. Là, ce qui est super, c'est carrément, de l'incarnation totale grâce à Clara Georges pour, Daron Daron ou, Nabil Wakim pour, Chaleur humaine. C'est ça qui est génial, ça aide et je pense que les gens, c'est un peu comme les lives, hein, là, hein. Là, on Mmh. sent une proximité très forte, avec, la rédaction, entre les lecteurs et la rédaction et c'est ça qui joue beaucoup. Là, les gens non seulement vont aimer les sujets, mais vont aimer en plus, adhérer à un type de enfin, un journaliste ou un type de journalisme. Voilà. Après les sujets mag, on les traite je trouve qu'on les traite toujours plus, toujours mieux et Bien sûr. effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à aller sur des sujets qui peuvent paraître légers ou très durs, hein, au contraire, mais qui n'ont rien à voir avec de l'actualité généraliste, mais toujours avec ce ton qui reste celui du Monde. Très bien. Alors comment on manage cette quête, de l'ARPU et en même temps cette qualité éditoriale? Comment, voilà, comment ça se manage, ça, pour réussir à voilà, pour réussir à avoir du résultat? Bah, je pense qu'on les manage en ne les opposant pas. Mmh. Il faut partir du principe que notre valeur, elle repose justement sur cette, exigence éditoriale. C'est d'abord les contenus et leur singularité au monde qui fait qu'on arrive à bien les vendre, qui motive vraiment l'abonnement. Donc l'enjeu, c'est d'aligner ses efforts, voilà, business et éditoriaux. Donc je dirais que ça repose sur une culture, alors peut-être pas de la transparence, mais en tout cas alors si, je pense de l'honnêteté, en tout cas sur les chiffres, voilà. On essaie Mmh. d'être toujours Mmh. nous, quand on donne des chiffres d'abonnement, d'audience, on essaie toujours d'être un maximum transparent, toujours plus, en essayant d'expliquer, en essayant de donner des recommandations, pas éditoriales, hein, mais vraiment d'expliquer vraiment ce qui s'est passé, d'être transparent aussi sur dès qu'il y a un problème, je le dis parce que je trouve que c'est important, dès qu'il y a un problème, bah, le dire, voilà, que rien ne soit caché, voilà et Mmh. avec une gouvernance partagée. Ça veut dire que ce qui est bien dans ce groupe, c'est que, je trouve que une direction de la rédaction sait très bien parler de sujets, liés à l'ARPU, liés aux abonnements, parce qu'ils sont incluses dedans, hein, et nous, en face, s'ils nous parlent de sujets très édito, bah, on va essayer aussi d'y répondre, voilà. Et je Très pense bien. aussi, qu'il y a une autre chose, c'est une capacité aussi à dire non, si vraiment ça dans ce groupe aussi, à dire non, tout ce qui abîme la promesse éditoriale aussi, voilà. On peut aller assez loin dans les partenariats, on le voit avec, OpenAI, et Perplexity, mais sans jamais abîmer justement l'exigence éditoriale. Excellent. Si tu avais une baguette magique et pour changer, accélérer, modifier quelque chose que tu as, piloté, organisé ces dernières années, qu'est-ce que tu changerais finalement? Qu'est-ce qui mériterait d'être, voilà, on va dire si tu pouvais reprendre les choses, c'est pas évident, hein, comme question, mais Évident. qu'est-ce que tu changerais? Oui. Je vois que ce que je changerais, je pense sur les sujets d'abonnement, c'est parfois très complexe parce on a des outils qui, sont pas toujours, à raison, hein, parce que le sujet de l'abonnement est très complexe, que ce soit print ou numérique. Si on devait refaire les choses, je pense on a eu par exemple, on a développé un tunnel, on a internalisé notre tunnel d'abonnement et notre compte client. Ça a été très long et fastidieux. Je pense qu'on avait, pas forcément assez cadré en amont le challenge technique que ça serait. Donc, si j'avais une baguette magique, je pense que j'aimerais le refaire, essayer de comprendre vraiment voilà, où on a pêché. Et j'aimerais aussi, à l'avenir, me dire, OK, bah, si j'avais une baguette, je me dirais, il faudrait un système d'abonnement qui soit au global, hein, mais je pense pour tous les médias beaucoup plus flexibles qui nous permettent d'aller vite sur la création de bundles entre titres du groupe ou à l'extérieur. Et c'est ça aujourd'hui qui est un peu frustrant, je trouve, c'est parfois on se Mmh. sent limité alors que les gens en interne font des choses incroyables ou même les Mmh. outils qu'on a peuvent être intéressants, mais ça ne répond pas assez vite par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir faire. Voilà, si j'avais une baguette magique, Ah. je pense que j'utiliserais là-dessus. Bon, merci, bah, merci en tout cas Lou pour ton franc-parler, cette discussion, cash, hein, vraiment je te remercie et voilà et puis je remercie, tous ceux qui nous ont suivis et à très vite, hein, Lou sur les réseaux pour échanger, pour continuer encore à échanger. Un grand merci à toi pour l'invitation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.